vous posez la question que tous se posent en ce moment, c'est-à-dire que cherchent les Américains dans cette guerre? Quel est l'objectif? On peut dire que pour l'instant, Trump, et ce n'est pas, du point de vue de la stratégie, ce n'est pas insensé, mise sur une forme d'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, Trump crée les conditions pour qu'on ne sache pas exactement ce qu'il souhaite, ce qui lui permet, soit dit en passant, et ce n'est pas un détail dans l'analyse, ce qui lui permet de crier victoire, quelles que soient les circonstances. Parce qu'on le sait, Donald Trump est un homme qui, et c'est normal, je dirais, pour tout chef politique, qui vit assez mal avec la possibilité de la défaite. On l'a vu en 2020 sur le plan politique. Là, on est dans une séquence où il ne précise pas ses objectifs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Donc, quel est l'objectif minimaliste et l'objectif maximal dans la présente séquence? L'objectif minimaliste, c'est évidemment la destruction des capacités nucléaires de l'Iran. Est-ce que cet objectif est atteignable relativement rapidement? On peut le croire. C'est-à-dire que les frappes à répétition peuvent anéantir la capacité pour l'Iran de produire l'arme nucléaire qui lui donnerait le statut de puissance régionale définitive, qui lui donnerait la capacité de sanctuariser son territoire, qui lui donnerait la possibilité surtout de lancer une frappe mortelle sur Israël, nous le savons. Donc, c'est les objectifs minimalistes et ceux-là, ils sont relativement atteignables. Bien qu'on ait remarqué au fil des jours, depuis une semaine, que l'Iran est un pays autrement plus consolidé que d'autres pays où les Américains ont pu intervenir avec le temps. Ils ont une capacité à tenir. Le régime est capable de tenir. Le régime est capable de riposter même bien davantage que certains l'imaginaient. Et là, il y a deux choses. Il y a la capacité de riposte. Ils sont capables de tirer un peu partout dans la région dans l'objectif de créer un embrasement régional. Et ils ont par ailleurs les moyens techniques de tenir un certain temps. Et ils ont surtout, on pourrait dire, le terme n'est pas le bon, l'audace, mais on pourrait dire ils ont la volonté de régionaliser à tout prix, quitte à s'en prendre à des pays qui, pour l'instant, ne leur avaient rien fait. La doctrine stratégique de l'Iran dans les circonstances, c'est-à-dire s'il y a une base américaine dans ce pays, c'est donc un pays qui, pour cette base et le territoire qui l'environne, est un pays complice. Nous avons donc le droit d'attaquer. Donc, quoi qu'il en soit, anéantir la capacité militaire nucléaire de l'Iran, objectif minimaliste. Objectif maximal, c'est la formule dont on parle beaucoup, et on en parlera avec Brice Couturier en deuxième partie de l'émission. C'est la fameuse question du changement de régime. Mais que veut dire le changement de régime dans les circonstances? La formule est utilisée de manière rituelle, mais est-ce que ça veut dire tout simplement le régime qui s'effondre, les gardiens de la révolution qui se décomposent sous nos yeux, un soulèvement populaire qui réussit à s'emparer du pouvoir, le retour triomphal ou non du fils du chat, ou à tout le moins une élite prête à prendre les responsabilités, ou encore quelqu'un sélectionné par les Américains qui prend les responsabilités du pouvoir en Iran? Il y a plusieurs points d'interrogation autour de cela, mais le changement de régime, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Khamenei n'est déjà plus là. On voit que le système est capable de générer de nouveaux leaders. On comprend que les gardiens de la Révolution tiennent. Moi, je fais un peu la comparaison suivante. Les gardiens de la Révolution sont au régime iranien ce que les SS étaient au Troisième Reich, c'est-à-dire une forme d'État parallèle, de structure de pouvoir parallèle. C'est le pouvoir du parti, c'est le pouvoir propre à tout régime totalitaire. Donc, d'un côté, il y a l'État officiel, et de l'autre côté, il y a l'État dédoublé selon les règles du totalitarisme. Est-ce que la chute du régime, ça veut dire le démantèlement, la chute des gardiens de la Révolution? Mais puisque nous savons qu'ils ont déjà programmé la possibilité de se décentraliser, de mener une guerre décentralisée, comment réussir cela? Donc, je l'ai dit, ambiguïté stratégique, mais avec une chose qu'on doit garder à l'esprit, ça permet aux Américains, lorsqu'ils le souhaitent, lorsqu'ils le veulent, de dire « nous avons atteint nos objectifs », parce qu'ils ne les avaient pas précisés au début, et ça leur permet d'éviter, en fait, ce qu'ils redoutent depuis le Vietnam, et ce qu'ils redoutent aussi depuis l'Irak, c'est-à-dire la figure du bourbier, c'est-à-dire commencer une guerre sans savoir comment en sortir. N'oubliez jamais qu'au Vietnam, ça devait être une opération relativement limitée. En Irak, les Américains étaient persuadés de s'en tirer relativement rapidement. Et rappelez-vous le départ d'Afghanistan en 2021. Je ne sais pas si vous avez le souvenir. Bien sûr. Quand on voit... Biden avait dit auparavant « Nous ne quitterons pas l'Afghanistan comme on a quitté le Vietnam ». Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des scènes d'hélicoptères qui quittent le territoire, comme si l'histoire était cyclique et condamnait les Américains à revivre souvent la même chute dans une opération militaire qui tourne mal. Quoi qu'il en soit, les Américains puisqu'ils n'ont pas tout annoncé ce qu'ils souhaitaient, peuvent crier victoire lorsqu'ils le souhaitent, s'ils y parviennent, on verra si tel est le cas. Donc il y a une part d'ambiguïté stratégique et on doit garder ça à l'esprit quand on cherche à analyser la politique de Trump dans cette guerre. Et Michel Fayed rappelait, géopolitologue aujourd'hui, il est rare de voir dans notre histoire une guerre qui commence avec
l'éradication de 48 hauts dignitaires du régime ennemi, à savoir notamment le guide suprême, le ministre de la Défense, etc., et ces interventions américaines. Comment, Mathieu Bock-Côté, pourrions-nous définir cette guerre en l'inscrivant justement dans l'histoire des guerres américaines? Ah, ça m'obsède cette semaine. Parce que d'autant qu'une formule a été utilisée par Trump, je crois, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ou hier, lorsqu'il réclame désormais la capitulation inconditionnelle de l'Iran. Alors, la capitulation inconditionnelle, c'est un vocabulaire qu'on croyait laisser de côté partout. Il faut dire, ça cadre avec la psychologie du président américain. Mais les Américains, à partir de la Première Guerre mondiale, et plus encore de la Deuxième, bien évidemment, quitte le paramètre des guerres classiques où, en gros, nous avons des objectifs de guerre, le régime se maintient, on réussit, autrement dit, à faire une paix négociée avec le pays avec lequel on est en conflit. La notion de capitulation sans condition, c'est très Deuxième Guerre mondiale, ça appartient véritablement à l'imaginaire de la guerre révolutionnaire ou démocratique américaine. Donc, on arrive quelque part, on fait tomber le régime, et le régime ennemi devient régime allié. Soit dit en passant, en matière d'objectifs de guerre, c'en est un, ça. C'est-à-dire, ça pourrait être aussi de transformer l'Iran en pays allié. Ça, c'est le propre du changement de régime, ça peut être ça dans des circonstances. Mais d'ailleurs, un changement de régime, je dirais, plus réaliste que le changement de régime version Irak. Hein. C'est-à-dire, un changement de régime, vous étiez ennemis, vous êtes désormais alliés, un peu ce qu'on a fait au Venezuela, mais sur un autre registre.